Hello, bienvenue sur Reportart. Et pour la suite du périple de Londres, donc il y a déjà eu 2 jours qui ont été explorés. Donc je vous conseille quand même de suivre ces vidéos dans un ordre chronologique parce qu'il y a des choses qui ont été expliquées dans les vidéos précédentes sur lesquelles je reviens pas forcément. Et du coup, on va pouvoir attaquer ce jour 3 en parlant de quasiment plus de 900 ans d'histoire. Alors, le jour 3, j'avais pris des billets à l'avance. Je vous conseille de le faire à l'avance parce que c'est une attraction assez populaire. C'est la Tour de Londres, qui est un lieu très important pour l'histoire britannique et qui recense quand même 900 ans d'histoire. Donc, je m'étais dit, on va y aller, c'est quand même assez important. Et puis, comme j'avais fait mes recherches, j'avais toutes les explications à donner, etc. Parce que je trouve que la médiation sur le site, parfois, n'est pas très claire, notamment au niveau des chronologies. C'est un peu compliqué d'expliquer 900 ans d'histoire. Voilà. Et c'est un peu, je sais pas comment dire, je dirais pas non plus que c'est un Disneyland de l'histoire, mais on a un peu cet aspect-là. Encore une fois, il y a quand même pas mal de monde, mais comme le site est assez grand, on arrive un peu à se répartir, etc. Mais c'est vrai que même en y allant à la première heure, il y avait déjà un monde de fou. Donc, et l'entrée est payante et quand même assez chère. Je vous mettrai le prix. Donc, libre à vous de le faire ou pas, parce que c'est quand même une visite assez chère pour ce qui nous est présenté en qualité de médiation, par exemple. Moi, de toute façon, je voulais absolument le faire pour, pouvoir fixer mes recherches sur de vrais bâtiments, etc. Mais je vous le dis, vraiment, la médiation est quand même assez pauvre et c'est quand même très dommage, mais c'est pas grave, on va y remédier et je vais vous raconter un peu l'histoire du lieu. Donc, la fondation va démarrer avec Guillaume le Conquérant, qu'en Angleterre, on n'appelle pas Guillaume, je ne sais plus comment il l'appelle. Est-ce qu'il l'appelle pas Edward ? Je ne sais plus comment il l'appelle, mais il l'appelle pas Guillaume le Conquérant, qui est une figure historique très importante pour les Normands. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé d'Édouard le Confesseur pour la fondation de l'abbaye de Westminster, eh bien, ce roi va décéder sans descendant, et du coup, il va avoir une crise qui va éclater pour déterminer qui sera le fameux héritier, et donc on aura la fameuse bataille d'Hastings, où Guillaume le Conquérant va s'emparer de la couronne d'Angleterre. Et du coup, il va devoir asseoir son pouvoir à Londres et montrer qu'il est totalement légitime d'être le descendant, en plus de sa victoire à la bataille. Et donc, vers 1067, il y a une première fortification qui voit le jour sur le site actuel. Vers 1078, nous avons la construction de la Tour Blanche, qui est vraiment le cœur du site actuel, et qui, à l'époque, est un donjon massif, de style roman, mais un roman normand, dur à prononcer. Parce que Guillaume le Conquérant, il a quand même grandi en Normandie, donc il est quand même attaché à l'architecture qu'il connaît. C'est encore une résidence royale et une forteresse militaire qui permettait au roi du coup de montrer sa puissance et d'asseoir son autorité. On va avoir des extensions qui arrivent sous la dynastie des Plantagenets, qui sont donc les descendants de Guillaume le Conquérant, et la Tour Blanche va être utilisée comme une résidence et une prison. On va développer des fossés défensifs. La tour, elle va devenir un peu plus un palais royal fortifié, avec l'ajout d'un mur d'enceinte et plusieurs tours et ponts fortifiés. Après, on va arriver au XIVe et XVIe siècle où la tour devient plus qu'une forteresse, c'est un arsenal, une prison d'État, une ménagerie royale, un lieu d'exécution, et c'est à cette époque que les fameux princes de la tour disparaissent mystérieusement. La fameuse histoire des princes de la tour, ça se passe sous le règne d'Édouard IV, où ce roi a 2 fils, Édouard et Richard de Shrewsbury. Je suppose que ça se prononce comme ça. Mais Édouard IV, il va décéder assez prématurément. Et du coup, Édouard, devenu Édouard V, va devoir prendre le relais de son père. Mais il a que 12 ans, donc il va recevoir l'aide de son oncle Richard III.
Sauf que ce Richard III, assez rapidement, il va accuser son frère Édouard IV d'adultère et que ses fameux fils ne seraient pas légitimes pour prendre le pouvoir puisqu'ils seraient des bâtards. Il va réussir à se faire couronner à la place de ses neveux et il va les faire déménager dans des appartements à la Tour de Londres. Sauf que leur présence pose toujours problème parce que si la supercherie de Richard III est révélée, il va perdre son trône. Et peu à peu, les habitants de Londres ne voient plus les deux frères aux fenêtres de leur appartement. La légende va apparaître pendant les Tudors, puisque c'est eux qui vont récupérer le trône après Richard III, et comme ils ne font pas partie de la même dynastie, de la même famille, ils doivent légitimer leur pouvoir, et du coup le mieux c'est de faire passer leur prédécesseur comme un tyran, un bourreau, quelqu'un de totalement malhonnête. Et en 1674, sous l'un des escaliers de la Tour de Londres, on va trouver 2 squelettes d'enfants. Et cet escalier correspond à l'escalier du bâtiment où étaient logés les princes de la Tour. À ce jour, on ne sait toujours pas si ces squelettes sont les squelettes des princes de la Tour. Il n'y a toujours pas de test ADN qui a été réalisé parce que l'Église s'y oppose et en plus ils disent que les restes sont tellement abîmés que toute analyse est inutile et ils sont actuellement, enfin ces squelettes présumés étant ceux des princes de la Tour, sont enterrés à l'abbaye de Westminster. Et si vous voulez plus d'infos là-dessus, et notamment les débats sur les théories de comment les princes de la Tour sont disparus, est-ce que c'est vraiment Richard III qui les a fait assassiner, etc., je vous conseille la vidéo de Nota Bene, qui en discute notamment avec une historienne spécialisée sur cette période. Il y a pas mal de théories, et c'est vraiment un mystère qui a beaucoup fait parler les chercheurs, etc. Il y a beaucoup de controverses autour de ce sujet. Par ailleurs, cette petite histoire est à peine expliquée dans la tour où étaient logés ces enfants. Donc j'étais un peu interloquée face à ça. Mais voilà pour l'histoire. Ensuite, après cette période, on va arriver à la période des Tudors, qui va être une période assez importante pour ce lieu, puisque c'est avec eux que ce lieu va obtenir sa réputation de lieu, comment dire, sanglant, assez sombre, pas ouf, voilà. Puisque pendant cette période, c'est une période intense d'usage comme prison et devenir un lieu d'exécution célèbre, notamment avec l'exécution de Anne Boleyn, qui est la deuxième femme d'Henri Tudor, qu'il accepte de faire exécuter, qu'il fait exécuter parce qu'elle ne lui donnait pas d'héritier mâle. Il y en a d'autres qui vont décéder. On a Lady Jane Grey qui va être exécutée aussi au sein de la Tour de Londres. J'avais fait une analyse notamment sur un tableau qui représente son exécution. Je vous invite à voir si vous voulez plus de détails, parce que je vais pas détailler plus que ça, sinon on n'aura jamais fini cette vidéo, mais il y a des personnalités quand même très très connues qui ont été exécutées. Il y a notamment un mémorial pour Anne Boleyn au milieu de la cour de la Tour de Londres, bref. Et la tour va surtout perdre sa fonction de résidence royale régulière. Ensuite, on va arriver au XVIIe et XVIIIe siècle. La tour, elle est encore utilisée comme prison politique et religieuse parce que, comme vous le savez, il y a souvent des tensions entre protestants, cathos, anglicans, etc., etc. C'est toujours un peu le bazar. Et elle va aussi devenir un dépôt d'armes, de munitions et garnison militaire. Il y aura quelques travaux de fortification pour pouvoir résister aux canons plus modernes. Et à partir du 19e siècle, on va avoir des restaurations néo-gothiques importantes et la tour va être ouverte au public et c'est à ce moment-là que ça va commencer à être un lieu de tourisme. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quand même un lieu assez important et où il s'est passé des choses assez tragiques et importantes pour l'histoire britannique. Donc au niveau des collections, vous allez retrouver une partie qui a été aménagée comme pouvait l'être le palais royal quand la tour faisait office de palais. Cette partie, c'était encore cool, on va dire. On a la Tour Blanche qui est devenue un petit peu comme au musée des Invalides. C'est là où on va exposer les armures, des armes, etc.
Je trouve quand même que la scénographie est plutôt vieillissante. Je préfère vous le dire. On a aussi, très intéressant, nous avons, toute une aile qui est réservée, aux joyaux de la reine, parce que historiquement, c'est ici que sont conservés les bijoux royaux, enfin la collection de bijoux royale. Oui, bon, vous avez compris, c'est-à-dire, la couronne d'Élisabeth II, elle est là-bas, la couronne du roi est là-bas, enfin voilà, il y a quand même c'est quand même très beau à voir. Il y a quand même beaucoup évidemment de bijoux et de pierres, qui proviennent, des anciennes colonies anglaises. Il y a beaucoup de monde. Il faut faire la queue. Les photos sont interdites et pareil pour, vidéo photo interdite pour des raisons de sécurité, ce qui paraît assez logique. Et par ailleurs, au XVIIIe siècle, dans cette aile-là, il y a eu un incendie qui a failli faire cramer tous les bijoux royaux qui ont été sauvés in extremis. Mais voilà, ça c'est un petit fun fact que je vous ajoute. Sinon aussi, les autres icônes de la Tour de Londres, ce sont ces corbeaux. Là, c'est des vrais corbeaux. C'est pas les corneilles qu'on a en France. C'est des énormes corbeaux qui sont vraiment devenus des mascottes du lieu. Et vous allez aussi retrouver des installations avec des coquelicots. Vous dire pourquoi il y a des coquelicots ici. En fait, c'est en commémoration, c'était en 2014 pour les 100 ans du début de la Première Guerre mondiale, où on a fait installer des coquelicots, qui est le symbole en Angleterre pour commémorer cette période-là. Et parce que la Tour de Londres, pendant la Première Guerre mondiale, a servi un peu de base militaire pour former les futurs soldats au front. Donc voilà, son histoire est quand même liée à la Première Guerre mondiale. Donc voilà, je vous mentionne ça parce que c'est des choses qui sont pas forcément hyper bien expliquées quand on va là-bas. Donc je préfère vous prévenir. Ensuite, juste à côté, qu'est-ce que vous pouvez voir depuis la Tour de Londres? Eh bien, c'est le Tower Bridge. Mais là, je vais vous laisser avec la moi du passé. Comment vous expliquer? À la base, je voulais vous filmer cette vidéo devant les sites, etc. Mais comme il y avait beaucoup de monde, parce que là, on est en pleine période touristique pour Londres, j'étais un peu trop timide, ok? Mais il y a eu un moment, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, on est dans un parc, il y a trop de monde pour que les gens se soucient de ce que tu es en train de faire. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à filmer devant des bâtiments, donc je vous laisse avec ça. Donc maintenant, on se retrouve au Tower Bridge, qui est l'un des ponts les plus connus de Londres. Il a été construit en 1894 par Sir Horace Jones et l'ingénieur Sir John Wolfe-Barry. Et il va être construit pour répondre à un besoin assez important, parce que à l'époque victorienne, les flux de bateaux vont devenir de plus en plus importants. Et les ponts, ils vont tous se trouver à l'ouest de la Tour de Londres qu'on a vu juste à l'instant. Et il y a très peu de ponts qui connectent avec l'est. Du coup, on décide de construire le Tower Bridge. Autre problème, il faut quand même pouvoir laisser passer tous ces bateaux. Donc ça va être l'un des premiers ponts avec un mécanisme automatique. Le mécanisme se trouve dans les deux tours que vous voyez juste derrière. Et à l'époque, ça va être l'un des plus grands ponts construit en Europe. On va retrouver le style néo-gothique parce que à l'époque, pour la Tower Bridge, il y a eu pas mal de rénovations en néo-gothique et on veut pas dénaturer le paysage urbain et on veut qu'il y ait une espèce de correspondance entre les deux bâtiments. Et après avoir traversé le pont, on s'est dit bon bah on va remonter un petit peu la Tamise et on va aller voir le Shard, qui là cette fois on est sur une architecture contemporaine, ça n'a plus rien à voir avec le néo-gothique. Je vous préviens tout de suite avant de raconter un petit peu son histoire. Si vous voulez avoir une vue sur Londres gratuitement et ne pas payer pour monter dans le Shard, et du coup être dans une tour aussi qui a vue sur le Shard, il faut aller à la Garden Tower. À la Sky Garden Tower. Sauf que, attention, normalement on vous dit oui, vous pouvez vous présenter dans la queue et demander aux agents si il reste de la place pour monter. Et pas de souci, il y a toujours des créneaux disponibles pour les gens sans ticket, sans réservation, etc. Le jour où on y allait, la dame nous explique qu'en fait, il faut réserver 3 semaines à l'avance. C'est gratuit, hein, c'est un accès gratuit. Mais il faut réserver 3 semaines à l'avance pour pouvoir monter dans le Shard. Donc si vous comptez y aller, je vous préviens tout de suite, réservez. Donc voilà,
Donc on n'a pas, enfin on a vu le Shard depuis la Tamise et depuis le Tower Bridge, mais effectivement on n'a pas pu monter. Je vous le dis quand même, ça peut toujours être un bon plan, mais prévoyez à l'avance. Voilà. Et pour l'histoire du Shard, là on est totalement sur une autre période. C'est un projet initié par un promoteur immobilier qui s'appelle Irvin Sellar, qui cherche à redévelopper le site de Southwark Towers, qui est un immeuble des années 70. Il va faire appel à l'architecte Renzo Piano, que vous connaissez, même si vous pensez ne pas le connaître, vous le connaissez puisque c'est celui qui a réalisé le Centre Pompidou à Paris. Au début, Renzo Piano, il a pas très envie de faire un building, parce qu'il se dit bah c'est pas trop ce qu'il a envie de faire, il aime pas trop l'aspect un peu grande tour imposante, il trouve que ça manque un petit peu de légèreté, mais il va quand même accepter le projet parce qu'il a trouvé une petite astuce, vous allez voir. Donc la construction, elle va débuter en 2009 et il va vouloir réaliser un gratte-ciel léger, contrairement aux autres tours que l'on peut connaître. Cette tour, elle va prendre des allures de flèches qui peut rappeler soit les flèches gothiques, soit un éclat de verre, d'où le nom Shard, éclat donc. Et ce sont 8 panneaux de verre inclinés vers le haut qui se rejoignent presque au sommet. Et cette petite ouverture, elle permet de donner une impression de légèreté et d'ouverture vers le ciel. Le noyau central est fait de béton et abrite les ascenseurs et les escaliers. Et on a une structure en acier qui permet de supporter les étages. Et la façade en verre, elle reflète le ciel / la ville, ce qui la camoufle un petit peu dans le paysage urbain. Le promoteur Sellar, il voulait un bâtiment où tout pouvait être réuni, c'est-à-dire que de haut en bas, vous avez des galeries marchandes, des bureaux, des restaurants, des hôtels, des appartements privés et une plateforme d'observation. Par contre, pendant la construction, il y a eu pas mal de controverses, on va revenir un petit peu dessus, je trouve ça intéressant. C'est que le bâtiment, il commence sa construction en 2009, mais évidemment, le projet date d'avant 2009 et notamment de 2008. Qu'est-ce qui se passe en 2008 d'un point de vue économique? Nous avons la crise des subprimes qui d'abord évidemment touche les États-Unis, mais qui va se propager absolument partout. Et du coup, à l'origine, les financements du Shard devaient être anglais, mais avec cette crise, c'est le Qatar qui va majoritairement investir et détenir la majorité du capital de cette tour. Évidemment, il y a aussi eu des critiques esthétiques, comme l'impact de sa silhouette sur le paysage londonien, mais aussi sa symbolique élitiste. C'est clairement pas un bâtiment pour le peuple, comme vous l'aurez compris, et c'est ça aussi qui est un petit peu critiqué. Mais pour le maire de l'époque, il symbolise le dynamisme économique de la ville, et aujourd'hui, c'est quand même considéré comme un des symboles du Londres moderne. Donc voilà pour son histoire. Et sinon, toujours pour continuer dans les visites et en marchant à pied, nous sommes allés à Saint-Paul, qui est la cathédrale iconique. Encore une fois, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas pu visiter l'intérieur parce que l'entrée était à 26 livres et qu'ils n'acceptent pas la carte de l'ICOM. Pourquoi l'entrée était à 26 livres? Parce que l'État ne participe pas aux frais et aux rénovations et aux besoins de restauration du bâtiment. Voilà. Donc 26 livres. 26 livres pour rentrer dans une cathédrale. Je n'ai pas payé. La carte de l'ICOM n'est pas acceptée. Cependant, l'accès est gratuit quand il y a les services, évidemment, heureusement. Voilà. Mais c'est-à-dire que même si vous êtes un fidèle et que vous voulez prier, vous avez juste une petite chapelle à côté des caisses pour prier. Sinon, il faut le faire pendant les services. Voilà. Est-ce que j'ai été extrêmement déçue de ne pas pouvoir voir l'intérieur? Oui, tout à fait, mais on va quand même parler de son histoire parce que l'extérieur est quand même assez grandiose. Donc à l'origine, sur ce site, on avait une première cathédrale qui a été bâtie au 7e siècle et qui était déjà dédiée à Saint-Paul. Mais à cause d'un incendie, elle va disparaître et elle va être remplacée par une nouvelle appelée Old Saint-Paul, qui démarre sa construction en 1087, qui ne sera achevée qu'en 1314. L'édifice était déjà immense et avait la plus grande flèche d'Europe à l'époque. Au cours des siècles suivants, notamment vers le XVIe, elle va être pillée et elle va totalement tomber en ruine. Et en 1630, on va décider de faire des travaux de rénovation. Mais ça va être très très vite interrompu parce qu'on est dans une période de guerre civile
et elle va être totalement détruite avec un autre événement en 1666 qui est le grand incendie de Londres. Beaucoup d'incendies, hein. Vous voyez, les incendies et l'architecture, pas très copains, mais du coup, le grand incendie de Londres, c'est un énorme incendie qui va démarrer d'une boulangerie et qui va s'étendre sur une bonne partie de la ville et qui va durer 4 jours. Il y aura quand même une perte de 13 200 maisons, de 87 églises, et on va retrouver 100 000 personnes sans abri. C'est un incendie, par contre, qui a fait très peu de morts, mais vraiment moins de 10 morts, quoi. Mais par contre, ça va être assez catastrophique pour la population, parce qu'il va falloir la reloger, et Saint-Paul a été totalement ravagé. Cet événement va marquer le début de la construction de l'actuelle cathédrale. La construction va s'étaler de 1675 à 1710, et c'est l'architecte Christopher Wren qui, Wren, je ne sais pas comment on dit, qui est choisi, et il avait déjà travaillé à l'époque sur les restaurations avant le grand incendie. L'image qui va tout de suite venir quand on pense à Saint-Paul, c'est son dôme, qui est vraiment une prouesse architecturale. Le dôme a été inspiré par celui de Saint-Pierre à Rome et de l'église des Invalides à Paris, et elle est le résultat d'importants calculs mathématiques pour arriver à une hauteur de 111 mètres quand même de haut, sans que son poids ne détruise le bâtiment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Wren, il n'est pas seulement architecte, mais il est aussi astronome, physicien et mathématicien, ce qui va être bien pratique pour cette réalisation. En fait, il va construire une sorte d'œuf Kinder. Vous voyez le dôme, et à l'intérieur, on a la coupole, et entre ces deux éléments décoratifs, il y a un autre dôme caché qui permet de soutenir l'ensemble, et la lanterne du sommet est fixée sur ce dôme caché et non sur le dôme extérieur. Pour le style du bâtiment, ici on va être sur autre chose parce qu'on n'est pas sur les chronologies du 19e qu'on a pu voir. On est du coup entre le 17e et le 18e siècle, et on va parler de baroque anglais. Je précise bien anglais parce que souvent quand vous pensez baroque, vous pensez dorure, vous pensez too much, vous pensez peut-être un peu kitsch. Mais le baroque anglais ne va pas être comme le baroque français et italien. Bien au contraire, le baroque anglais, lui, va être plus sobre. On va y retrouver des références à l'Antiquité, car encore une fois, les architectures antiques sont très prisées, et on va aussi utiliser de la pierre locale, qui est souvent blanche ou grise. Au niveau des ornements, on en met, mais pas trop, parce on cherche un certain équilibre. À cette époque, ce sont les Stuarts qui règnent et qui veulent restaurer la monarchie et l'église anglicane. Et ce type d'architecture permet de représenter le pouvoir royal et la stabilité religieuse. Parce que oui, il y a eu un moment où en Angleterre, il n'y avait pas de roi, mais il y a eu une tentative de république. C'est avec Oliver Cromwell, à l'issue d'une grosse guerre civile, que va être établie une première république, sauf que ce monsieur, il est connu pour être un dictateur militaire qui a fortement réprimé l'Irlande et l'Écosse. Ça va être un échec, enfin ça va être une période quand même assez compliquée, et son fils n'arrivera pas à maintenir cette république. Et ça sera donc Charles II qui reprend le trône et qui cherche donc à légitimer le pouvoir restauré dans un pays qui est quand même très divisé au niveau politique et religieux. Donc Saint-Paul, ça permet d'affirmer le retour de l'église anglicane. C'est un monument national qui incarne l'unité et la stabilité. Ça permet aussi de montrer la puissance royale et divine par la grandeur du bâtiment. Et ça exprime aussi une identité anglaise protestante et rationnelle comparée au catholicisme baroque d'autres pays européens. Et les inscriptions religieuses, tout comme Westminster, seront en anglais, toujours dans cette quête d'identité. J'ai oublié de vous enregistrer une petite outro, mais du coup ça sera la fin de cette vidéo et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite.